D12. D12 de Pierrot Atioubé sur 105.5. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes le dimanche 9 mars 2025. Bienvenue au D12 de Pyramide FM et dans la 5e République, dont les institutions telles des briques se mettent les unes à côté ou sur les autres pour former les murs du régime parlementaire. Le nouveau Parlement togolais s'est en fait cette semaine un moment de l'histoire. Les députés en session à Lomé 2 ont vu leurs homologues sénateurs lancer leur session de droit au Palais des Congrès de Lomé. Pour la première fois, c'est à pas de sénateurs que des hommes et des femmes, pour la plupart bien connus, des Togolais ont arpenté les marches donnant accès au nouveau Sénat. Le Palais des Congrès s'est entre-temps fait une peau neuve. N'est-ce pas peut-être que ce haut lieu de la politique et de la culture n'a pas voulu se faire compter ce moment de l'histoire? N'est-ce pas peut-être qu'il a fait ses toilettes pour bien accompagner cette nouvelle vie qui s'ouvre? La vie dans la 5e République va être une vie nouvelle puisque le pays connaît désormais des sénateurs, mais aussi des gouverneurs ou encore des conseillers régionaux. Reste à élire un président du Conseil des ministres, un Berlusconi ou une Tatière à la togolaise. Quel rôle les femmes seront-elles amenées à jouer au sein de toutes ces institutions? Au lendemain de la célébration de la Journée internationale de la femme, c'est une des questions qu'on peut se poser. 10 sénatrices ont été nommées par Fagna Simbe, d'autres ont été récemment élues. Le gouvernement et l'Assemblée nationale comptent de nombreuses femmes. Certaines sont des leaders bien ancrés dans le paysage politique au Togo. Mais quelle est en réalité leur marge de manœuvre? Participent-elles réellement aux prises de décisions importantes engageant la vie du pays ou jouent-elles juste des figurantes comme dans des films de cinéma? Les Togolaises et les Togolais savent bien jouer dans des films. Ils l'ont démontré récemment au dernier festival de Ouagadougou. Un film du réalisateur Marcelin Bossou a même gagné un prix pour le Togo. Le cinéma n'est en vérité pas la chose la mieux partagée au Togo puisque les salles de cinéma ont fermé les unes après les autres. Au contraire des bars qui ont ouvert les uns après les autres, débordant même le périmètre de la ville de Lomé pour se retrouver à la plage. Les bars de la plage, véritable place de loisirs, n'ont plus vraiment les soutiens des autorités. Ceux installés dans les sables fins à la plage de la commune Golfe 1 sont priés d'embarquer sièges, tables, frigos, serveurs, serveuses, sonos et mettre ainsi fin à la vie là-bas et à l'économie qui s'est lentement construite sous les cocotiers. Qui connaît déjà les futurs projets pour la plage de Golfe 1, ceux des routes déjà entamées depuis 2 ou 3 ans à Baie, Benyedi, Arligo, Ablogame ou encore à Kodessewa, qui ont été applaudis, semblent être dans l'impasse. Au moment où le mandat des élus locaux tire à sa fin, les populations locales se demandent sans aucun doute à quand la fin de leur calvaire. Bientôt de nouvelles élections locales. La question de qui et qui prendront part au scrutin sera remise sur le tapis. La DMP et l'ANC y seront. Par ailleurs, le parti de Jean-Pierre Fabre et celui de Maître Dodi Apevon se sont joints à des associations pour lancer cette semaine une nouvelle plateforme contre la nouvelle constitution. Maître Dodi Apevon est justement notre invité du jour. Maître Dodi Apevon est le président de FDR. Le D12 est aussi dans 45 minutes avec vous au téléphone au 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. L'émission est mise en onde par Bogakou Doyon. Maître Paul Dodi Apevon, bonjour. Oui, bonjour Pierrot. Comment vous allez? Je vais bien. Et votre dimanche? Mais ça va. Par la grâce de Dieu. Je suis allé prier. Et voilà. Pour le Togo? Oui, pour moi et pour le Togo, pour tout le monde. Ok. Quand on prie pour le Togo, qu'est-ce qu'on demande particulièrement? Mais on demande que la main de Dieu soit avec nous pour que la souffrance que nous endurons tous aujourd'hui puisse être atténuée, parce que vous savez que le Togolais souffre dans tous les domaines. La vie a quitté nos maisons, et c'est l'angoisse généralisée partout. Les gens se demandent de quoi demain sera fait. Aujourd'hui, véritablement, c'est douloureux, c'est difficile pour nous tous. Donc, quand on prie pour que la ménagère qui réfléchit chaque jour comment je vais faire pour remettre un peu de couscous, de pâte dans
dans le plat pour mes enfants, l'homme qui est parti chercher la pitance au quotidien, comment rentrera-t-il? Est-ce qu'il rapportera quelque chose à la maison pour les enfants? Ça, c'est l'angoisse au quotidien au Togo. Donc, ça veut dire que nous traînons le diable par la queue. Et quand ça vient des leaders politiques comme vous, on sait très bien aussi que vous êtes avocat et ça fait froid dans le dos parce qu'on se dit quand même que vous n'êtes pas le monsieur tout le monde quand même. Est-ce que vous vivez la même situation? Non, mais c'est-à-dire que si tu as une conscience, si tu as doté de quelque chose qu'on peut appeler conscience dans ce monde, tu dois être préoccupé par ce que vivent les Togolais. C'est vrai que certains ont de l'emploi. Je suis avocat, c'est vrai. Je peux aller farfouiller dans mes papiers. Peut-être quelqu'un viendra me payer des honoraires de peut-être 200 000 francs dans la semaine. Eh ben, je peux manger avec ça. Mais l'autre qui est à côté, celui qui est au village là-bas, qu'est-ce qu'il fait? Comment il arrive à joindre les deux bouts? Si tu es un homme tout court, je ne dirais pas un politique, mais si tu n'es pas préoccupé par ce que nous vivons aujourd'hui au Togo, dans les maisons, alors tu n'as plus de conscience. Sans doute que vous connaissez très bien la vie en ville, sans doute aussi que vous connaissez la vie au village. Aujourd'hui au village, comment vit-on? Mais au village, c'est plus difficile que la ville. La ville, les gens se débrouillent. Bon, c'est vraiment la débrouillardise en ville, mais au village, vous savez, nous vivons au rythme des saisons. C'est-à-dire que essentiellement c'est l'agriculture. Les gens n'ont pas autre chose. Il n'y a pas d'industrie chez nous, on n'a rien développé. Donc ça veut dire que le quotidien dans le village, c'est qu'on prie Dieu. Puisqu'il n'y a pas d'autres structures qui vous permettent de faire vos cultures, vous priez Dieu que la pluie tombe et que si la saison est bonne, bon, vous mangez jusqu'au moment où vous n'en avez plus. Donc c'est ça ce que nous vivons. La jeunesse dans les villages est totalement à l'abandon. Ceux qui ont été à l'école, ceux qui ont appris un métier, n'ayant rien dans la ville, tous convergent vers Lomé. Et Lomé est totalement débordé aujourd'hui et les villages se dépeuplent progressivement des bras valides qui peuvent les construire. Et c'est ça le drame. Et ce n'est pas seulement le problème d'une seule ville. Vous regardez d'Apaon jusqu'à Lomé, jusqu'à la région maritime, vous ne verrez pas une ville qui présente aujourd'hui une structure de ville. Vous n'en trouvez nulle part. Comparé à d'autres villes qu'on peut appeler de la sous-région, au Ghana ou Bénin, tout ça, vous voyez qu'en dehors de la capitale, il y a au moins la vie dans certains milieux, dans ces villages. Mais aujourd'hui, tout est pratiquement mort dans nos milieux. Et c'est ça qui devient quelque chose d'angoissant pour nous tous. Comment le Togo va se construire demain si on ne voit pas comment la jeunesse, comment ceux qui sont à même, les bras valides qui sont à même de produire de la richesse, mais ne font rien dans le milieu. C'est ça la grande préoccupation pour nous tous. Le mur est débordé, c'est ce que vous êtes en train de dire, oui. Et que les villes de l'intérieur se dépeuplent. Ouais. Il va falloir sans doute construire de nouvelles infrastructures à l'intérieur du pays pour retenir notamment les jeunes, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ça justement le plan. Dans tous les pays du monde, c'est-à-dire que pour éviter que l'exode rural, comme on l'appelle, puisse n'atteigne pas un seuil totalement inacceptable, mais on retient justement les jeunes dans leur milieu, en créant justement des structures économiques, en créant de l'emploi dans leur milieu pour qu'ils puissent y vivre, et bien vivre. Mais nous, on ne voit pas. Je prends l'exemple de la préfecture de Vaud que je connais mieux. Et on a aujourd'hui quelque chose qu'on appelle la SNPT, CTMB à l'époque, SNPT aujourd'hui. Mais qu'est-ce que la CTMB, la SNPT a fait concrètement dans la préfecture de Vaud pour dire oui, cette structure-là, que tout le monde connaît, qui est le poumon de l'économie togolaise. Qu'est-ce qu'elle a fait pour retenir les jeunes? Quel emploi la CTMB a créé? Qu'est-ce qu'en dehors de ce qui est produit pour ceux qui sont à la tête du pays au pouvoir, qu'est-ce que la CTMB ou la SNPT a fait concrètement? Ce qu'elle a fait de mieux, un homme donné les jeunes qu'on a engagés là-bas, il y a quelques années,
Mais il y a au moins plus de pratiquement 1000 qu'on a licenciés, comme ça, sans crier gare. Et le dossier, là, on le traîne jusqu'à aujourd'hui. Mais ils n'ont même pas été indemnisés. Tu peux comprendre, vous pouvez comprendre ça? Que les jeunes qu'on peut prendre, c'est vrai que ceux qui sont à la tête de la SNPT aujourd'hui, aucun cadre véritable ne vient de la préfecture de Vaud. On prend peut-être la petite main d'œuvre ici et là, mais ceux-là également, à un moment donné, ils ont mis un frein. Alors, aujourd'hui, si on n'a rien dans ce milieu-là comme ce qui peut être la base pour retenir les jeunes et les aider à avancer, alors on a quoi alors? C'est plus, si ça ne va pas chez nous, c'est encore plus grave ailleurs. Donc vous avez prié pour que tout cela puisse avoir une solution. Espérons que le Seigneur vous entende. Mais il nous entendra parce que nous sommes des hommes de foi. Voilà. Nous sommes au lendemain de la célébration de la Journée internationale de la femme. Je ne sais pas si vous l'avez observé d'une manière particulière ou non au sein de votre famille d'abord, famille biologique, et puis au sein de votre famille politique. Eh bien, la Journée de la femme, en fait, cette journée-là, en réalité, ce n'est pas une journée où ce n'est pas une journée de fête. Généralement, quand les choses là sont instituées ailleurs, les gens ont la compréhension, ont le vrai sens des choses et agissent en conséquence. Parce que la journée de la femme, c'est une journée de revendication. Ailleurs, dans les grands pays, il y a des femmes qui, à un moment donné, ont lutté pour qu'on leur donne la possibilité de faire comme les hommes, d'avoir le droit de vote, d'avoir la possibilité de travailler, etc., etc. Et certaines même se sont mis en grève en Russie et ailleurs pour réclamer justement. L'histoire nous apprend que en Russie, des femmes se sont mis en grève et ont provoqué même la chute du Shah. Donc, c'était une journée où les femmes se mettent au devant d'une bataille pour dire non, si ça ne va pas chez nous, nous devons changer les choses. Parce que c'est les femmes qui souffrent le plus. Dans nos foyers aujourd'hui, la plupart, quand vous avez parlé du village aujourd'hui, mais lorsque les hommes n'ont pas de travail, c'est les femmes qui se battent le mieux pour aller trouver ce que la famille doit manger le soir. Nos mamans se sont débrouillées. Moi qui parle là, à un moment donné, si ma maman ne s'est pas sacrifiée pour moi, je ne suis pas sûr que je serai ici en train de vous parler dans ce studio. Parce que c'est elle qui a tout fait pour moi. Alors, donc ces femmes-là, aujourd'hui, dans nos milieux, dans nos maisons, oui, elles font ce qu'elles peuvent. Mais ceux qui peuvent en réalité comprendre le sens de la journée de la femme, la journée internationale de la femme, on l'appelle même la journée internationale des droits de la femme. Alors, est-ce que les droits de la femme aujourd'hui, ou les droits de l'homme tels que nous le concevons dans notre pays sont respectés? Les droits aujourd'hui dans notre pays sont bafoués, sont totalement bafoués. Et ce n'est pas seulement le problème des hommes pour rétablir ce qu'on peut rétablir. Les femmes, si réellement il y a une journée internationale de la femme qui est une journée de revendication, elles doivent se mettre en avant, être aux côtés des hommes pour que les choses se rétablissent dans notre pays. Sur le respect ou non des droits des femmes, par exemple, de notre goût, quand même, globalement, les droits, par exemple, à être électrice ou éligible, ces droits sont globalement respectés dans notre pays. Je laisse mon sourire. Tout ça là, c'est ce qu'on est en train de vivre dans notre pays. Le Togo n'est pas le bon exemple pour tout ça. On rafistole les choses ici et là pour donner l'impression qu'on s'occupe des femmes, on les nomme ici, on les promeut, tout ça, mais ce n'est pas... Nous en parlerons dans un instant en ce qui concerne les nominations, ouais. mais sur la compréhension même de cette journée, puisque comme c'est devenu une tradition depuis quelques années, hier encore, les femmes ont dansé, les femmes ont mangé, les femmes ont chanté, c'était comme une fête en réalité, au point que quelqu'un a écrit hier qu'il va falloir arrêter de dire bonne fête du 8 mars, une bonne fête aux femmes, puisque les femmes, une bonne partie ne comprennent pas, puisque aussi hier, plusieurs se sont encore mis en pagne. C'est justement ça, c'est ça ce que j'appelle la comédie au Togo. C'est une vraie comédie, on joue la comédie tous les jours, avec n'importe quoi, les gens qui peuvent comprendre le sens de cette lutte, outiller les gens à réellement réfléchir sur cette journée pour savoir ce qu'elles doivent faire pour leur mieux-être, on les utilise
On les agglutine quelque part, on leur donne à manger, ils crient, ils boivent, et puis on dit c'est la fête. La journée du 8 mars n'est pas une journée de joie, de fête, où on doit aller faire bombance. Tout ça là, c'est un traversissement en réalité de ce qui se passe dans le monde et ailleurs. La prise de conscience des femmes pour se mettre au devant de ce qu'elles doivent faire pour réclamer un mieux-être pour la nation. On croit que en les rassemblant quelque part, en leur donnant à manger, en leur demandant de danser, c'est ça la journée de la femme. C'est totalement du n'importe quoi. Ça veut dire que quelque part aussi, elles sont complices, là. C'est parce que la plupart ne comprennent pas. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs au Togo. Dans tout ce que nous faisons comme vie politique, sociale et tout ça, la plupart ne comprennent pas. Et c'est l'ignorance. Lorsque vous êtes ignorant, il y a des choses qui vous passent sous le nez, on vous fait faire des choses. Et c'est là où réside le problème du Togo. Comment faire pour que les Togolais, dans leur ensemble, sortent de l'obscurantisme, de l'orientation du dirigisme qu'on leur impose aujourd'hui, et pour les utiliser? Alors, si on les met quelque part pour les utiliser de cette manière, ben ça profite à qui? Ça profite à ceux qui veulent qu'ils soient dans cet état d'ignorance ou dans cet état de pauvreté pour qu'elles soient quémandeuses. Mais la plupart des Togolais sont aujourd'hui des quémandeurs parce que la vie politique, nationale, sociale est telle que, bon, aujourd'hui, bon, les gens disent, oui, mais bon, ok, si on m'appelle à aller profiter un peu de ceci, bon, ça me permet au moins de manger. Mais lorsque vous êtes ignorant, vous êtes pauvre, mais on peut vous faire n'importe quoi. Et c'est pour ça que nous disons que ceux qui nous dirigent aujourd'hui ont très bien compris la chose pour maintenir la plupart des Togolais dans l'état de pauvreté et dans l'état d'ignorance pour pouvoir les utiliser comme ils le font aujourd'hui. Comme vous l'avez dit tantôt, le 8 mars met en avant les droits des femmes et aujourd'hui il faut reconnaître que globalement dans le monde et au Togo, les droits politiques en l'occurrence sont respectés. Je parlais tantôt le droit d'être électeur et être éligible. Au FDA par exemple, comment est-ce que vous faites la promotion des femmes? Eh bien, c'est-à-dire que, et c'est ça également le problème, c'est palpable partout d'ailleurs. Les gens, on croit que faire la promotion de la femme, c'est se lever un bon matin, regarder dans le quartier, dire que, ah oui, il y a une femme là-bas, allons la chercher, viens, on fait ta promotion. En réalité, ce n'est pas ça. La promotion de la femme, c'est de l'amener progressivement à s'intéresser à la chose publique. Lorsqu'on amène une femme à prendre conscience que la chose publique, c'est pour nous tous. Tu es homme, tu es femme, tu dois t'intéresser à la gestion de ton pays. Comment ton pays est géré? S'il y a une mauvaise gouvernance généralisée, mais tu dois t'y intéresser. Mais c'est vrai que pendant longtemps, on a mis les femmes en marge, et leur condition de vie est difficile. Dans le foyer, le mari n'accepte pas qu'elle s'intéresse à ceci, etc. Et ceci a fait que aujourd'hui, vous ne voyez pas beaucoup de femmes s'engager véritablement dans ce domaine-là, dans la vie associative, au niveau des organisations de la société civile, surtout en politique. Il n'y a que quelques rares qui acceptent de s'y aventurer. Donc notre travail à nous, c'est celles qui ont accepté de venir avec nous, nous les mettons en avant pour pouvoir aller convaincre, pour aller vers d'autres femmes, leurs concitoyennes, pour les amener à comprendre que c'est de leur intérêt également à s'intéresser à la politique. Donc, aucun parti politique ne se lèvera un bon matin au moment où la femme, ou les femmes elles-mêmes ne s'intéressent pas. Ben, allez, se lever un bon matin, allons dans ce quartier pour aller trouver telle personne pour faire sa promotion. Donc, ce n'est que progressivement que nous le faisons. C'est vrai, nous sommes en chantier aujourd'hui. Nous avons des femmes de gabarit aujourd'hui qui ont compris qu'il faut se battre au péril peut-être de leur vie, peut-être, on ne sait pas. Mais elles ont courageusement pris la décision de se jeter à l'eau. Et elles le font bien. Et donc, c'est pas l'entremise de celles-là que progressivement, nous allons atteindre les autres, la grande masse des femmes. Si nous prenons le bureau de FDR, oui. Il y a combien de femmes dans ce bureau? Dans le bureau, il y en a au moins 4 ou 5 dans le bureau des femmes. La responsable des femmes, comment vous appelez ça,
celle qui est responsable de notre branche féminine, elle est une femme, naturellement. La trésorière, c'est une femme. Une vice-présidente est femme. Donc, ceux qui sont dans d'autres structures du bureau, du conseil de direction, sont des femmes. Donc, il y a énormément de femmes dans notre structure politique, le FDS. On sait très bien, vous l'avez dit tantôt, que les femmes traînent à s'engager véritablement en politique, mais de plus en plus au Togo, au plan général. Il y a un certain nombre de femmes qui sont au poste de responsabilité. On a eu une présidente de l'Assemblée nationale et puis une première ministre. Aujourd'hui, on a encore une première ministre et puis plusieurs ministres, plusieurs députés au Togo. N'est-ce pas des avancées? Non, moi je ne sais pas. C'est-à-dire que oui, moi, elles ont la chance. Elles ont la chance, celles que vous avez citées, d'être aux côtés de la personne qui nomme. Elles ont eu cette chance-là, d'être remarquées, d'être nommées. Bon, mais en réalité, de manière générale, ce que nous disons aujourd'hui, pour que la femme togolaise retrouve cette liberté, cette fougue d'une vie épanouie, ce n'est pas ce qu'on fait là. Parfois même, on nomme des gens, c'est à la nomination que vous entendez le nom, vous dites, mais elle vient d'où? Où est-ce qu'on est allé la chercher? Bon, mais ce n'est pas des femmes, la plupart ne sont pas des femmes de terrain, d'envergure que vous voyez se débrouiller dans tel domaine, dans tel autre, et puis on dit, c'est pas le mérite que, bon, on le prend pour faire ceci et cela. Bon, on les découvre comme ça, mais je ne sais pas quelle incidence réelle ça a sur ce que nous disons, sur l'éclairage que nous... C'est vrai que à travers des structures totalement bizarres, on a créé aujourd'hui les FNFI, tout ça, où on agglutine les femmes pour dire on va prêter de l'argent, et on les utilise, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour faire n'importe quoi, et ils sont devenus même parfois un bétail électoral. On les utilise à travers ces structures de manipulation pour qu'elles puissent faire ce qu'on leur demande de faire. Mais en réalité, est-ce que véritablement on a la volonté aujourd'hui de promouvoir l'homme, de mettre l'homme au cœur du développement du Togo? Est-ce que la politique qu'on réalise aujourd'hui, est-ce que réellement on s'occupe de l'homme en disant on fait la promotion de l'homme, on crée, en jouant sur les compétences? Est-ce que ça se fait? Aujourd'hui au Togo, ce que nous observons, c'est au niveau du parti qui dirige le pays. Oui, ils ont la manne. Alors, donc ça veut dire que tous ceux qui peuvent émarger chez eux, c'est des gens qui doivent être de leur bord. Tous ceux qui sont de l'opposition sont traités comme des ennemis. Tous ceux qui sont de l'opposition, vous osez parler. Vous avez une voix contradictoire. On vous dit, vous êtes ennemi à battre. On ne vous donnera aucune possibilité. Même ce qui est convenable qu'on fasse pour vous, on vous dit non, vous n'avez pas droit. Mais vous, personnellement, est-ce que vous êtes considéré comme un ennemi par le parti au pouvoir? Mais pourquoi je me dis, qu'est-ce que le pouvoir fait pour que tu ne me considères pas comme un ennemi? Non, vous êtes un adversaire politique. Je ne pense pas que vous soyez considéré comme un ennemi. Non, il y a des choses... Est-ce que d'abord, en politique, est-ce que le terme ennemi existe en politique? Non, ça ne doit pas l'être. Lorsque, par exemple, un chef d'État est élu, que moi j'ai voté pour lui ou pas, dès qu'il est élu, il doit travailler pour que moi aussi, mon bien-être puisse être atteint. Même ceux qui n'ont pas voté pour lui, mais eux sont tous des Togolais. Alors aujourd'hui, lorsque vous prenez les entrepreneurs, la plupart ici et là, mais ils se comportent comme s'ils n'émargent pas dans le cahier du parti au pouvoir, ils n'auront pas de marché, ils n'auront pas tel avantage. Mais les bourses, les ceci, tout ceci, on vous dit, mais si vous voulez qu'on vous aide, mais de quel côté vous êtes? Mais c'est ça qui est le drame de notre pays. C'est ça le drame. On considère aujourd'hui que c'est seul le parti au pouvoir qui a droit à quelque chose. Les autres n'ont droit à rien du tout. Même les choses qui sont les choses de la nation, qu'on doit aider à faire. Mais dès qu'on sait que c'est vous qui êtes là-bas, ou c'est à vous peut-être qu'un avantage peut-être indirect va arriver si on le fait, mais on ne le fait pas parce que vous êtes opposant, parce que vous critiquez. Aujourd'hui dans le pays, on veut que tout le monde se taise. On n'a pas envie de voix discordantes.
Tout le monde doit regarder dans la même direction. Dès que vous parlez, on vous dit oui, vous n'avez pas le droit. Le jeune que j'ai défendu la dernière fois, Affectio, qu'est-ce que Affectio a fait pour qu'on le mette en prison? Ce jeune garçon, il a publié un poème. Juste un poème pour dire aux Togolais, chaque Togolais, fais ta part. C'est quoi? Qu'est-ce qui constitue un danger dans un poème publié sur les réseaux sociaux? Et quelle est sa situation aujourd'hui là? Mais il est en prison. On a demandé sa liberté provisoire. Le juge, le doyen des juges d'instruction chez qui le dossier se trouve a refusé de lui accorder la liberté provisoire. On a fait appel. On est allé devant la chambre d'instruction de la cour d'appel. On a plaidé ce dossier. Et bien, le procureur général nous a dit, qu'il rapporte atteinte même au chef de l'État. On lui a dit, mais où se trouve ce qu'il a dit et qui porte atteinte au chef de l'État? Il nous a dit, il a écrit quelque part que on ne peut pas entrer dans une nouvelle année et voir des marchés brûlés. Alors, quand l'affaire se dit, le problème des marchés qui brûlent, ça préoccupe tous les Togolais. Il écrit que ce n'est pas bien. On dit, il porte atteinte au chef de l'État. En quoi? En quoi il a fait? Donc ça dit que tout ce que quelqu'un fait aujourd'hui dans ce pays et que les gens croient que, bon, peut-être c'est quelque chose qui va éveiller des consciences, qui va réveiller quelqu'un quelque part, mais on te dit tu n'as pas le droit de le faire parce que on a le moyen de te mettre en prison, on a le moyen de te faire taire. Et c'est ça, le pays de demain qu'on veut construire pour le Togo. C'est le Togo de demain qu'on veut construire. En mettant tout le monde à genoux, le bouche cousue. C'est ça le développement. C'est là la démocratie. Mais il y a encore des gens comme vous qui continuent pas à parler au moins. Mais nous sommes jetés là-dedans. Nous sommes déjà au milieu de la mer. Qu'est-ce que tu dois faire? Nous sommes déjà dévoilés, on nous connaît. Qu'est-ce que tu peux faire? Comme on le dit souvent, nous sommes déjà tombés au grand marché de Lomé. Le petit marché de Bel, ça ne nous fait plus rien. Revenons aux femmes, puisque nous parlons des femmes au lendemain de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Il y a une femme dont le village n'est pas très loin de votre village, qui est Premier ministre depuis. Et très souvent dans nos milieux, les gens parlent de sœur. Est-ce que c'est votre sœur? Est-ce que vous aussi vous la désignez comme étant votre sœur, Madame le Premier ministre? Elle est de ma préfecture, mais elle et moi, on n'a aucun lien de parenté. Elle est de la préfecture. Bon, non, je n'ai pas d'autre nom à lui donner que une dame qui est de ma préfecture. Donc, les rapports que nous avons, c'est des rapports de membres d'une même préfecture, mais ce ne sont pas des rapports... je sais pas. Il n'y a pas d'intimité entre les deux. Ok, dans tous les cas, c'est une bonne chose pour votre préfecture. Non, bonne en quel sens? C'est en termes qu'on apprenne qu'une dame est de notre préfecture. Bon, qu'est-ce que ça, en dehors de ça, qu'est-ce que ça rapporte à la préfecture? Bon, ça lui permet d'assouvir ses ambitions, c'est vrai. Elle réalise ses projets, c'est bien. Mais pour la préfecture, moi, je ne sais pas ce que ça apporte. Depuis qu'elle est aux côtés du chef de l'État, en tant que directrice de cabinet, ministre après, etc., elle a été ministre, elle est Premier ministre aujourd'hui. Mais lorsque vous allez là-bas, je ne vois pas l'impact réel. Quel est l'impact de Vizou que vous verrez dans la préfecture de Vaud, qui montre que oui, son passage pendant plusieurs années aux côtés du chef de l'État a permis à notre préfecture d'avoir telle infrastructure routière, économique et tout ça. Moi, je n'en vois pas. Je ne le vois pas ce que Restons sur le registre des femmes, pour tourner un peu le regard vers l'opposition, puisque au niveau de l'opposition, il y a quand même deux femmes dont les noms sont très connus depuis les années 90, Maître Isabelle Améganvi de l'ANC et Madame Brigitte Adjamagbo de la CDP. Quelle est votre appréciation de l'engagement de ces deux autres femmes? Non, c'est des dames engagées véritablement dans la politique togolaise depuis des années. Vous les voyez au front, elles se décacassent, elles se battent, on entend leur voix, elles dénoncent ce qui doit être dénoncé. C'est les femmes qui se battent. Ça, c'est l'image de la femme battante dont moi je parle. Les femmes qui doivent prendre des risques. Parce que faire de la politique, c'est énormément prendre de risques. C'est au gré de vos intérêts. Bon, lorsque vous voulez être aux côtés de ceux qui sont au pouvoir, bon, peut-être profiter du pouvoir manger, c'est autre chose. Mais lorsque vous allez vous engager, parce que c'est difficile d'être
en politique au Togo et surtout être d'un parti politique de l'opposition au Togo. Nous savons ce que c'est. Comment nous faisons vivre nos partis, c'est Dieu seul qui sait. Vous, chef de parti, vous êtes obligé d'aller trimer. Vous allez parfois aller quémander, aller même vendre certains de vos biens, aller emprunter de l'argent pour pouvoir faire vivre le parti. Donc, ceux qui sont là aujourd'hui comme femmes, comme celles que vous avez citées, moi je leur dis bravo. Elles font ce qu'elles doivent faire. Mais ce que nous devons rechercher maintenant, comment à partir de ce qu'elles font, ça puisse atteindre d'autres femmes qui doivent s'engager à nos côtés dans la sincérité, dans l'honnêteté, en nous tenant les bras pour que ça puisse marcher. C'est ça en réalité le combat que nous devons engager. Nous avons longuement parlé de la journée du 8 mars, mais il faut reconnaître qu'il y a eu aussi la journée du 3 mars. Cette journée peut-être ne signifie pas grand-chose pour certains, mais pour vous qui êtes au devant de la nouvelle structure, vous avez la nouvelle structure qui s'oppose à la nouvelle constitution du Togo. Vous êtes retrouvé devant la presse et c'est cette semaine. Et quel est le meilleur thème pour décrire la structure? Est-ce que c'est une plateforme? Est-ce que c'est une coalition? Et c'est quoi? Non, on n'a pas formé une coalition. Oui. Il faut qu'on soit clair sur le sujet. On n'a pas formé de coalition. Et comme les déclarations, comment vous appelez ça? La déclaration liminaire? Liminaire, et puis surtout le document que nous avons signé ensemble là-bas, nous avons clairement dit qu'il s'agit seulement d'un cadre que nous avons créé. C'est un cadre où nous appelons tous les compatriotes à venir réfléchir ensemble et orienter justement le combat de demain. Voilà, donc ce n'est pas une plateforme, ce n'est pas une nouvelle coalition que nous avons créée, non. La coalition probablement viendra encore peut-être demain. Mais aujourd'hui, nous appelons seulement des Togolais, que vous soyez personnalité à la tête d'une structure politique ou pas, personnalité, vous avez réellement envie de voir les choses changer chez nous, mais vous êtes le bienvenu dans ce cadre-là de réflexion et que nous avons créé. Donc ce cadre-là n'est pas un cadre figé où on a dit oui, ils ont créé telle coalition, ils vont faire ceci ensemble. C'est pas ça qu'on a fait. Et d'ailleurs, dans notre déclaration liminaire, nous avons fait appel à beaucoup de Togolais. Venez pour que nous puissions mettre un terme à notre errance politique. Parce que nous sommes en train d'errer aujourd'hui. On ne sait même pas où on va. Où est-ce qu'on va aujourd'hui au Togo, sincèrement? Tous les Togolais s'interrogent. Tous les Togolais aujourd'hui, vous les prenez, ils s'interrogent. Où est-ce que notre pays va? La barque là, où est-ce qu'on nous conduit? Et tout le monde sait que nous sommes en train d'aller à la dérive. On est irrémédiablement en train d'aller à la dérive. Mais comment arrêter cette pirogue folle, ce bateau fou là, pour que nous puissions réfléchir demain? En fait, c'est à ce thème-là que se pose le problème. Nous avons été, et puis c'est une histoire, le cadre que nous avons créé, on a vu seulement quelques-uns, deux partis politiques et des organisations de la société civile. Mais en réalité, au moment où nous avons commencé à réfléchir pour la création de ce cadre, on a fait appel. Beaucoup étaient déjà venus à nos rencontres. On a fait appel à d'autres qui ont préféré conserver une autre structure qu'ils ont. Mais nous avons dit non, c'est pas grave. Est-ce que vous faites allusion à Tous par ma constitution? Oui, Tous par ma constitution, ils sont venus à notre réunion. De départ, la réunion préparatoire, ils sont venus. Mais après, ils nous ont signalé que non, eux, ils ont déjà une structure qu'on appelle Touche pas à ma constitution. On les respecte dans cette choix. Oui, mais ça n'empêche pas que demain, ce pourquoi nous appelons le Togolais, on puisse, eux et nous, se retrouver quelque part, qui est un point d'objection, parce que nos points de vue se rapprochent. Nous savons qu'ils sont en train de rejeter la constitution de la 5e République, nous la rejetons aussi, donc ça veut dire qu'il y a déjà un point commun entre nous. Je dis, on nous a parlé de DMP, mais la DMP est dans Touche pas à ma constitution.
Donc ça veut dire qu'ils sont dans leur je dirais, bloc, mais nous disons que du moment où ce qui nous préoccupe ensemble et ce qui les préoccupe aussi, oui, il arrivera un moment où on trouvera un point de jonction pour. Mais c'est quand même, oui, c'est tout de même curieux que pour le même combat, il y ait deux structures. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas allé carrément vous fondre dans touche pas à ma constitution, puisque touche pas à ma constitution faisait déjà le travail? Non, ce que vous dites là, c'est là l'erreur. Nous avons dit, et je suis convaincu que vous serez de cet avis-là, nous disons que si on doit créer encore demain une coalition formelle, on ne peut plus le faire, y aller à la va-vite. Nous avons constaté que toutes les coalitions que nous avons créées, se sont créées sans règles, et pour contenir les dérives des uns et des autres. Et on a vu que ces cadres-là, ou ces structures-là, se sont éclatées et sont allés à volo. Et c'est pour ça que nous disons, pour demain, lorsque vous voulez faire quelque chose, surtout c'est une coalition, et il faut savoir comment vous le faites. Quelles sont les règles, les balises que vous fixez pour éviter les dérives. Et voir justement que réellement ceux qui vont venir là-dedans ont réellement la sincérité ou l'engagement réel pour venir dans cette coalition-là. Et lorsqu'on n'a pas de règles, celui qui vient, il fait ce qui lui plaît, et vous vous plaignez, et puis si vous ne faites pas attention, après, l'incompréhension fera que vous éclatez. Moi, je ne parle pas encore de coalition, puisque vous dites que la coalition sera peut-être dans le futur, mais je reste sur le cadre que vous venez de créer, le cadre de réflexion sur la nouvelle constitution. Et je disais qu'il y a une structure qui fait déjà le même travail, ou le travail que vous attendez à faire, combattre la nouvelle constitution. Le fait de ne pas se fondre dans cette constitution ou dans cette structure, ça soulève un certain nombre d'inquiétudes. Non, et c'est ça, vous comprenez. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire une mauvaise querelle aux gens. Nous avons dit, au moment où nous avons créé la structure, parce qu'en réalité, touche pas en constitution, si vous voulez que je parle un peu de touche pas en constitution, c'est le jour où nous avons appris qu'il y a une nouvelle constitution qui est en discussion, ou qui a été adoptée par des députés, notamment là. C'est ce jour-là que nous avons voulu ensemble nous retrouver quelque part pour réfléchir. Nous, on a commencé à réfléchir à l'endroit où on doit se retrouver, et puis après on a appris que d'autres aussi ont initié la même chose. Alors, on a dit, mais si c'est comme ça, retrouvons-nous ensemble pour poser les actes ensemble. Mais il y a eu à ce début-là déjà une incompréhension. C'est ce qui a fait d'ailleurs, si vous vous souvenez, 2 conférences de presse qu'on a eues la même journée. On s'est retrouvés à Baie, nous, on a été chassés, et on s'est retrouvés après au siège de l'ANC. Pendant ce temps, les autres sont allés au siège de Adi pour réfléchir. Et c'est le jour-là, lorsqu'on les a appelés après, me dit, ben, ok, ce qui s'est passé là, et le passé doit nous instruire, que créons quelque chose ensemble maintenant, posons les actes. Mais c'est là où ils nous ont dit, eux ils ont déjà créé quelque chose qui s'appelle touche pas en constitution. Je dis non, ce que vous faites là, c'est aller trop vite. Le premier jour où vous êtes retrouvés, vous avez lancé quelque chose, et vous allez dire que ça devient une structure dans laquelle tout le monde va venir se fondre. Si on ne réfléchit pas correctement à ce que nous allons faire demain, nous allons être rattrapés par les mêmes erreurs. Donc c'est ça. Est-ce que quelque part le combat n'est pas mal parti là? Non, ce n'est pas mal parti. Ce que nous disons, nous demandons aux Togolais, chacun doit apporter quelque chose dans ce combat. Qu'on ait aujourd'hui 1, 2, 3 structures qui pensent à la même chose. Si réellement nous sommes sincères, si réellement les gens agissent sincèrement, tôt ou tard, les structures multiples, 1 ou 2, que vous avez créées, vont se retrouver quelque part, peut-être pour créer encore une coalition, on ne sait jamais. Mais la mauvaise querelle, c'est de dire, mais oui, mais il y a des gens qui ont commencé déjà à réfléchir. Ils savent, ils se comprennent dans ce qu'ils font, et que les autres, les yeux fermés, doivent aller, les yeux fermés, s'y engouffrer sans savoir où ils vont. C'est ça qui n'est pas bien. Alors c'est ce que j'appelle justement faire une mauvaise querelle aux gens. Nous sommes conscients aujourd'hui
que c'est en étant ensemble plus fort que nous allons réussir. Et c'est pour ça que chacun doit réfléchir mûrement et sincèrement sur ce qui a provoqué les échecs de tout ce que nous avons fait dans le passé. Si on n'y réfléchit pas, et quand les yeux fermés, on dit ok, soyez ensemble, soyez tous ensemble. Le discours qu'on a entendu il y a longtemps, on va encore mettre les gens dans la désillusion. On va encore créer quelque chose, et puis demain, ça ne va pas marcher, et les gens vont commencer à crier. Si on veut faire quelque chose demain, mais réfléchissons, prenons du temps pour le faire, mais dans la sincérité, dans l'honnêteté. Certains pensent que, puisque la Constitution, elle a été votée, promulguée, que les jeux sont faits. Que répondez-vous à cela? Ça, c'est leur manière de voir le Togo. Les gens sont libres de penser ce qu'ils veulent. Parce que si vous êtes réellement togolais et vous avez une conscience républicaine pour le Togo, vous êtes préoccupé par l'avenir de notre pays. Ce qui se passe là aujourd'hui, si ça ne vous interpelle pas et que vous dites, ah oui, c'est fait, et la plupart de ceux qui ont dit c'est fait, il n'y a plus rien à faire, on sait comment ils ont été récompensés. Bon, si c'est en termes de récompense qu'on réfléchit pour le Togo de demain, ah oui, ceux qui ont posé l'acte qui est inadmissible, et on dit, ah, cet acte-là, c'est mauvais, mais bon, nous acceptons que, bon, ce n'est pas grave, continuons, mais je ne sais pas, c'est à eux de savoir ce qu'ils veulent pour le Togo. Nous sommes aujourd'hui résolument contre ce qui se passe. C'est un combat que nous avons engagé, ça prendra le temps que ça prendra, mais tôt ou tard, les Togolais comprendront que ce qui se passe chez nous n'est pas bien. Ceux qui le font, ils savent eux-mêmes que ce n'est pas bien. Notre pays aujourd'hui ne mérite pas ça. On mérite mieux que ça. On ne peut pas se lever un bon matin et trouver une constitution sur les genoux sans savoir comment ça a été fait, par qui ça a été fait et pour qui ça a été fait. Une constitution, c'est pour le peuple. Alors, dire au peuple un bon matin à son réveil que tu as une nouvelle constitution, mais sans lui dire au préalable, mais ce que nous mettons de mieux dans la constitution, et pourquoi nous avons changé l'ancienne et nous voulons une nouvelle, surtout qu'on te bascule d'une république à une autre, pour que les gens n'aient pas la possibilité de comprendre, de mesurer justement la gravité et de l'acte qui est en train d'être posé en leur nom, et que réellement, après une réflexion s'y engage, et qu'on retrouve la chose comme ça, que des Togolais viennent défendre ça, que c'est bien pour nous, mais c'est à eux de savoir comment, quel est l'engagement qu'ils ont par rapport à notre République. Bien, merci. Nous reviendrons sans doute sur la question de la Constitution, puisque le Togo a vraiment évolué ces derniers temps en termes d'institutions. Et la dernière institution à être mise en place, c'est le Sénat. Nous en parlerons dans un instant. Mais il y a une question d'actualité qui sans doute doit vous intéresser, puisque je sais que vous avez votre cabinet dans la zone de Baie qui est située dans la commune de Golfe 1. Très souvent, la zone de Baie est décrite comme une zone de violence. Certains pensent qu'ils ne peuvent pas vivre dans cette zone-là. Et comment est-ce que vous vous sentez là-bas? Je ne vois pas d'acte. Moi, je vais au cabinet, mon cabinet est à Baie. Moi, je n'ai pas, chaque matin que je vais, je côtoie des gens agréables, des gens avec mes voisins. Nous vivons dans la bonne entente, convivialité. Donc, moi, je ne vois pas dire que la zone de Baie est une zone de violence. Non, de temps en temps, c'est vrai, quand il y a des soubresauts politiques, c'est une zone qui a connu beaucoup de difficultés, où les forces de sécurité, bon, ont créé beaucoup de dégâts, ça je le sais. Si c'est ça que vous appelez zone de violence, oui, sporadiquement, pour la patrie, il y a des jeunes là-bas qui sont souvent en déphasage avec ce qui se passe dans notre pays. Et pour réprimer, on envoie les gens dans les maisons, on a frappé, on a fait ceci. Oui, il y a eu des actes, beaucoup d'actes de violence qu'on a connus dans le passé. Mais en temps normal, comme
aujourd'hui, moi je ne vois pas d'acte de violence. Bien, merci. Nous parlerons longuement aussi de la commune Golfe 1, puisque cette commune fait l'actualité avec ses mises en demeure pour les bars qui sont au niveau de la place, mais aussi sur la berge lagunaire. Nous parlerons également de ces chantiers de route qui, pour la plupart, sont en errance, sont en souffrance. Le temps de respecter une tradition au D12, cette tradition qui veut qu'à partir de cet instant, les auditeurs participent à l'émission. Je rappelle nos numéros, le numéro 197 50 34 37 et puis 70 43 09 70. Le technicien du jour, c'est Venceslas Bogakudo Boga. Est-ce que nous avons les auditeurs? On me signale que les auditeurs n'ont pas commencé par se signaler. Le temps d'ouvrir cette parenthèse sur cette commune Golfe 1 et d'abord sur les routes. Je sais que plusieurs routes sont en chantier dans cette zone et que même devant votre cabinet, vous avez une route qui passe devant ce cabinet-là. Comment est-ce que vous vous débrouillez pour vous accommoder de cette situation qui, pour certains, est gênante? C'est assez grave. Ce que nous subissons là-bas. La route dont vous parlez, c'est le boulevard Oufoué-Boigny, qui part de Grand Boulevard jusqu'au marché d'Akodesewa. Un bon matin, nous avons appris que ils veulent refaire la route. Bravo. Nous avons été tous contents. On a mis les choses sur les murs, ce qu'on doit casser. Là où on doit la route, les abords de la route ont été délimités. Et puis, bon, on a envoyé des bulldozers, machin, pour commencer à creuser. Et on a creusé ce que on peut appeler le rigole. Bon. Et pour que les rigoles là passent, ça passe devant les maisons, devant les boutiques, devant le cabinet. Et pendant longtemps, si je donne mon propre exemple, quand on a fini de faire, on a creusé, on a fait la maçonnerie et tout ça, mais il a été difficile que nous puissions traverser de l'autre côté pour aller dans nos cabinets. Parce que pendant des mois, il n'y a même pas de dalette qu'on a posée pour couvrir, pour mettre au moins, créer un passage pour on nous a mis des planches. Un bout de planche, vous passez, c'est-à-dire que vous devez faire réellement de la gymnastique pour pouvoir atteindre le cabinet. Et beaucoup de boutiques tout au long jusqu'à Akodesewa. Moi, j'en ai vu quand je traverse là, beaucoup ont fermé parce que quand ils ont fait la rigole, leur maison où les boutiques se sont trouvées à bas-fond, les pluies de ruissellement se sont entassées devant leur maison, ça a créé un étang. Personne ne peut plus arriver à la boutique. Et on nous a annoncé que ce truc-là va être fait dans un délai donné. Et puis c'est resté là. Nous en parlerons encore dans un instant, puisque les auditeurs ont commencé par appeler. Votre expérience, votre témoignage nous intéresse dans le cadre de cette émission. Pour ce qui concerne les difficultés que vous vivez là-bas. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Papa Daphné avec vous. Papa? Daphné. Voilà, avec Pozo. Dahlé, oui. Bonjour, maître. Oui, bonjour, monsieur Dahlé. Félicitations. Merci beaucoup. Une question. En tant que juriste, oui. Quelle information, quel éclaircissement vous pouvez me donner sur ce problème-là? C'est un problème qui me traque depuis quelques semaines, 3 semaines à peu près. C'est un problème personnel? Non, c'est pas personnel. Ok, allez-y. Un papa a donné naissance à un enfant. 2 ans, 3 ans après, l'enfant a fait une déformation. Un chirurgien veut réparer cette déformation-là. Et il n'a pas pu arriver à sa fin. Qui est le père de cet enfant? Oui, mais en fait, est-ce que c'est une question... Je te demandais si c'était une question personnelle, vous avez dit non, mais... Une consultation juridique. Oui. C'est presque personnel, mais... Oui, je crois que ce qu'on va faire sur cette question-là, à la fin de l'émission, vous vous rappelez, pour que maître...
Il va vous donner sa position à la fin de l'émission par rapport à cette question. Je suis même prêt à le recevoir au cabinet pour échanger avec lui. On va retourner rapidement au téléphone pour notre auditeur. On me signale que le deuxième auditeur est parti. Donc vous nous racontiez les difficultés que vous avez. Alors, donc, ça veut dire que cette route-là, aujourd'hui, il n'y a plus de travaux. On ne voit plus rien. Ceux qui sont les machines qu'on a vues, les machins, Caterpillar, tout ça, ils sont tous partis. Et personne ne sait quand est-ce qu'ils reviendront. Donc, nos cabinets, avec tout ce que je vous ai décrit là, comme difficulté pour les boutiques, les passages pour aller vers nos cabinets, nos maisons, mais c'est resté en l'état. Alors, on ne peut pas comprendre qu'à un moment donné, on décide de venir casser des choses, de venir creuser des rigoles pour construire une nouvelle route, et puis après, de les laisser dans cet état. Okay. Pourquoi on doit nous faire ça? Allô? Allô, bonjour, monsieur Pierrot. Oui, bonjour, Frédéric, comment vous allez? Ça va très bien, et chez vous? Oui, ça va, on vous écoute. Je salue le maître. Merci. Bonjour. Bonjour, Frédéric. Tout ce que vous avez en train de dire, c'est réel. Moi, j'ai vécu ces faire sur la route chaque fois que je passe qu'on a dit, connaissez-vous. Ouais. Vous n'avez pas menti. Mais la question que je vais vous poser, la nouvelle plateforme que vous voulez créer là, est-ce que ça va encore aboutir à l'échec ou bien ça va aboutir à quelque chose de concret? Merci et bonne émission. Merci. Merci. Allez-y. Non, je remercie mon cher Frédéric d'avoir posé cette question. Nous-mêmes, nous sommes préoccupés par la chose. C'est pour ça que nous avons mis suffisamment du temps. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous avons voulu commencer petitement avec ceux qui sont là aujourd'hui et voir comment d'autres vont nous rejoindre pour réfléchir. C'est justement en réfléchissant aux échecs passés que nous avons dit nous ne ferons plus rien dans la précipitation et nous avons cette fois-ci élaboré des règles. Nous avons signé des règles qui doivent conduire la plateforme. Vous ne pouvez pas venir dans cette plateforme et faire dans ce cadre-là et faire ce que vous voulez. La question que les Togolais se posent, c'est est-ce que l'objectif final de ce cadre de réflexion, c'est par exemple la suspension de la Constitution qui est déjà en vigueur? C'est ce qu'on a dit. Là, si vous nous avez écouté à la conférence de presse la dernière fois, justement, nous avons dit les conditions dans lesquelles cette nouvelle Constitution nous est imposée est inacceptable. En tant que Togolais, on ne peut pas l'accepter, croiser les bras et dire oui, ils ont fait parce qu'on a voulu créer une constitution pour quelqu'un, pour un individu. Et puis on va dire c'est fait et on n'a plus rien à faire. C'est pas possible. C'est noté. Allô, bonjour. Allô. Bonjour. Bonjour, monsieur Pierrot. Oui, Abdel, comment vous allez? Je vais bien. Ok, on vous écoute, Abdel. Je suis au rendez-vous. Mais ça me fait plaisir. Oui, mais j'avoue que je ne sais pas qui est votre invité. Ah, mais mon invité, c'est Maître Dodi Apevon, le président de FDS. Ah, ok. Puisque je suis en route, je reviens du Nord, donc je suis pas à Lomé, je n'ai pas pu vous capter, mais je tenais à participer à l'émission. Merci. Mais ça veut dire que vous ne nous écoutez pas, là. Je ne vous écoute pas. Mais vous allez intervenir sur quel aspect de l'émission? Mais je vais intervenir quand même. Ok, allez-y. C'est M. Dodi Apevon. M. Dodi Apevon, bonjour. Oui, bonjour, M. Abdel. Vous êtes un grand politicien que j'aime beaucoup. Merci. Mais ces derniers temps, vous vous êtes prêté à faire certaines déclarations. Lesquelles? Qui est étonnant, en tout cas pour moi. C'est lesquelles? En disant que le peuple togolais est un peuple bizarre. Ma question, est-ce que ce n'est pas parce que ce peuple s'est rendu compte de l'incohérence dont souffre l'opposition, l'incohérence dans les actions, l'incohérence dans les paroles, et l'incohérence dans ce qu'il faut chaque jour, qu'il s'est, je sais pas, le peuple s'est comment le dire? Détourner, vous voulez parler de détourner? Voilà, détourner de vos objectifs en tant que politicien de l'opposition. Est-ce que ce n'est pas véritablement ça? Sinon, il m'en souvient qu'en 2018-2017,
dans vos coalitions à l'appel de l'opposition, le peuple répondait massivement à vos manifestations. Aujourd'hui, c'est le contraire. Ce même peuple, lorsque vous les appelez, ils ne sortent pas. Est-ce que ce n'est pas dû à cette instabilité qu'il y a dans l'opposition qui crée cela? Bien, c'est noté. Abdel, vous êtes à quel niveau ça? Je suis à Kapamé. Oui, ça veut dire que vous aimez beaucoup cette émission, sinon c'est rare que les gens... Vous vous êtes arrêté pour poser votre question, cela nous a fait chaud au cœur et bon retour donc sur le main. Merci Pierrot. Non, M. Abdel, il n'a pas compris le sens de ce que j'ai dit. Je ne reproche pas au peuple togolais de n'avoir pas répondu à un appel. C'est pour ça que j'ai dit nous faisons tous de la bizarrerie. Je disais justement que lorsqu'un peuple est réellement préparé, un peuple, des gens ont justement la connaissance qu'il faut, sortis de l'ignorance, qui voient l'avenir, ils voient la manière dont ils sont gouvernés. Mais il arrive souvent que lorsqu'un acte est posé par ceux qui gouvernent, le peuple réagit. Si c'est bien, on applaudit. Si c'est mauvais, on désapprouve. Mais nous avons constaté que dans ce pays, beaucoup de choses sont arrivées. Où le peuple, lorsque les citoyens, vous les interrogez, ils sont étouffés. Mais ils sont dans leur maison, ils se plaignent. Personne ne veut lever le petit doigt pour dire non, je ne suis pas d'accord avec la manière dont je suis gouverné. Moi, je ne parle pas de manifestation de l'opposition. C'est là où M. Abdel s'est totalement trompé. Il n'a pas compris ce que je voulais dire. Lorsque les populations ailleurs, et je donnais l'exemple que dans d'autres pays, les gens se sont mis en désaccord avec les gouvernants parce qu'on a augmenté seulement le prix du pain. Les gens ont dit, on n'est pas d'accord. Mais aujourd'hui, on a augmenté le prix de ceci, on a augmenté le de ceci, péage, etc. Les gens restent. Ils savent que ce qui leur arrive, mais leur pose des difficultés supplémentaires. Mais personne ne veut réagir. Mais c'est pour ça que je dis, cette réaction de choses-là, c'est bizarre. Ce qu'il dit là, parce que le peuple est content, il croit que c'est parce que le peuple est content qu'ils ne font pas, ils ne posent pas d'actes, parce qu'ils sont étouffés justement. On a mis les verrous, on emprisonne les gens, on bat les gens, on violente les gens. C'est pour ça que les gens reculent. Mais moi, je leur ai dit, même si on vous violente, si vous voulez reconquérir votre liberté perdue, il faut se mettre justement au devant de vos difficultés. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. Oui, on vous écoute. Quel est votre nom? C'est Papi de Pichelier. Ok, on vous écoute. Ok, c'est à propos de la revendication de l'auditeur passé. Bon, si l'opposition appelle et la population ne sort pas, c'est parce que des fois au cours des manifestations, la population est violentée, certains parfois sont emprisonnés et l'opposition tellement affaiblie par les soubresauts de pouvoir ne peut rien faire de sorte que ce qu'ils sont en train de faire. Donc moi, j'encouragerai tous les Togolais citoyens comme moi, ainsi que vous, puisque souhaitons que ce soit un bon nouveau départ pour la conquête de notre liberté. Et je dirais à M. Apévon que sa coalition soit vigilante, on dirait, c'est parce que lorsqu'ils ont annoncé la signature de ce pacte-là, vous voyez, dans la précipitation, le président de la République a nommé ces 20 personnes restantes pour que s'installe en même temps la République centre dont ils fassent. Donc moi, je les encouragerai en tant que Togolais. Les dieux du Togo seront avec eux et ils aboutiront à la conquête de notre bien, c'est noté. Il fait un lien entre la nomination des 20 sénateurs et la publication la publication de la mise en route du cadre de réflexion. Non, ceux qui ont nommé les sénateurs, ils ont leur agenda. Ils ont initié quelque chose par une constitution frelatée qu'on nous a balancée à la figure.
Bon, depuis ce jour-là, ils ont leur agenda, ils savent à quel moment ils veulent faire ceci, etc., pour aboutir au résultat. Maintenant, ce n'est pas parce qu'ils ont leur agenda que nous ne devons pas réfléchir. Les gens ont dit, mais pourquoi on a nommé des sénateurs, que la chose est en route, c'est maintenant que vous dites, non mais comment? C'est-à-dire que ceux qui le disent, c'est-à-dire qu'ils sont totalement aux côtés de la plaque. Ce n'est pas parce qu'un homme a donné, celui qui fait quelque chose de mauvais, a posé un acte, ou dit que moi je suis arrivé au bout de ce que je veux faire, que celui qui n'est pas d'accord avec lui n'a plus le droit de dire je ne suis pas d'accord. Depuis le début, on a dit qu'on n'est pas d'accord. On a commencé à s'organiser. On a tenté même des manifestations dans ce pays qui ont été étouffées. Mais ça, nous n'avons jamais abandonné. On a continué à réfléchir sur les médias. On a toujours crié haut et fort que ce qui se passe là, on ne va pas l'accepter. C'est pour cette raison que certains d'entre nous ne siègent pas aujourd'hui à l'Assemblée. C'est des actes de protestation vigoureuses. Mais si la question de ne pas siéger à l'Assemblée nationale, vous l'avez fait, vous l'assumez sans doute, mais est-ce que vous la regrettez? Regretter quoi? Qu'est-ce que je vais regretter? Qu'est-ce que je regrette dans cette affaire-là? Parce que on a compris que finalement l'élection, les élections législatives qui ont été faites là, ont été faites de telle manière avec tout le brouillamini qui l'accompagne pour pouvoir régler finalement le problème de leur nouvelle république qu'ils veulent mettre en place. Mais donc ça veut dire que dans ça, vous devenez un pion, juste un pion dans leurs mains pour les accompagner dans ce qu'ils sont en train de faire. C'est pour ça qu'après réflexion, on a dit, mais qu'ils fassent ce qu'ils veulent faire, l'histoire retiendra qu'ils l'ont fait. Mais l'histoire retiendra quand même qu'il y a des gens qui n'ont pas été d'accord. On ne va pas être des collaborateurs de ce qu'ils sont en train de faire. Que notre refus de siéger ne débouche sur rien ou pas, on notera quand même demain qu'au moins 2 ou 3 personnes ont dit non. Ce que vous faites là, ce n'est pas bien pour la République. Donc, être aujourd'hui à l'Assemblée, aujourd'hui, je ne sais pas ce que ça apporte. On va nous dire que, même si les gens disent oui, l'opposition est ceci est affaiblie, machin. Et qui va croire que le RPT uni est si populaire, fait tellement bien les choses pour les Togolais. Les Togolais sont si contents que 113 députés a élu une seule à 108. 108. Alors, qui va croire à ça? Alors, ça veut dire que nous sommes en train de dire que notre pays, je l'ai dit aujourd'hui, que notre pays mérite mieux. Ce qui est mauvais dans ce qu'on est en train de faire, lorsque vous faites une loi, dès que la loi est orientée pour quelqu'un, on a créé une loi juste pour que quelqu'un atteigne tel niveau parce qu'il a voulu que ça soit ainsi, cette loi-là est mauvaise. Parce que la loi, là, elle est mauvaise à 2 niveaux. En la forme et au fond. Elle est totalement mauvaise. Ce quelqu'un, c'est qui? Vous savez, qui est le président du Conseil? Celui qui a été chef d'État, il dit, je veux devenir maintenant le président du Conseil des ministres. Et c'est lui qui l'a voulu. Il quitte son rang de président d'antan et il dit, je veux devenir président du Conseil des ministres. Et c'est le président du Conseil des ministres qui a aujourd'hui toutes les prérogatives d'un chef d'État. On ramène les prérogatives du chef d'État entre les mains de celui-là et on veut nommer un président de la République plaisantais, inaugurateur de plaisantais qui n'a rien du tout. Donc on a vidé la fonction de président de tout ce qu'il peut avoir comme prérogative. Ça devient une coquille vide. Et puis, lui devient président du Conseil. Et le président celui qui est à la coquille vide là, président de la République, lui va être élu par le Parlement, c'est-à-dire en Congrès. C'est-à-dire qu'on prend les députés et on va ajouter les sénateurs, c'est eux qui vont le lire. Lui qui n'a pas de prérogative réelle. Mais le chef du gouvernement, lui, personne ne doit le lire. Et lui dit, moi je me réfléchis seulement derrière moi, mon parti. Dès que le parti gagne, moi, je suis président du Conseil avec tous les attributs d'un président de la République. Et c'est ça, la République. Donc vous parlez des fois d'antimètre.
Mais il y a une question qui, sans doute, va se poser au FDR, puisque cette question est en train d'être résolue par certaines formations politiques. Vous boycottez l'Assemblée nationale, on le sait, même les conseils régionaux. Mais la prochaine question, c'est qu'est-ce que vous allez faire autour des élections communales, puisque ces élections vont arriver. Certaines formations politiques vont y aller. Est-ce que les FDR vont y aller aussi? Mais le moment viendra, on vous le dira. Le moment viendra, on vous le dira. Si on y va ou on n'y va pas, on vous le dira. Revenons à Baie, dans la commune Golfe 1. Derrière votre cabinet, il se passe des choses aussi, puisque les bars et installations qui ceinturent la lagune sont en train d'être démolies. Et une partie a été démolie dès vendredi déjà. Comment vous ressentez ça? Non, c'est triste. C'est triste. Moi, je suis passé par là exprès le vendredi, parce que j'ai appris qu'on est en train de casser des choses là-bas. Donc, au lieu de passer par le goudron, par le feu rouge pour aller rentrer chez moi, parce que je quitte le cabinet, je passe par Amina pour aller dans ma maison. Mais j'ai voulu prendre le petit couloir là de derrière pour aller regarder. Je me suis arrêté. Et je suis sorti de ma voiture, j'ai regardé ce qui se passait. On a cassé depuis le fond là, d'où je venais. Et puis, je suis arrivé à un endroit où on a, comme il était nuit, on n'a pas cassé, mais on a dit que tout ça là, c'est le bloc à Dagban, puisque c'est lui qui a construit tout ça. Je dis, dans un pays, pour que le pays avance, il y a des plans, des plans quinquennaux, décennaux, on sait qu'on a programmé de faire ceci. Mais compte tenu de la pauvreté dans laquelle nous sommes aujourd'hui, laisser des citoyens investir de l'argent dans quelque chose, alors qu'on sait que probablement là-bas, il va y avoir telle structure, on ne peut pas permettre de faire ça. On laisse les gens le faire. Les gens vont aller emprunter de l'argent quelque part, ils vont l'investir. Et les gens vont recruter la main-d'œuvre. Parce que la plage apprend aussi qu'on va dégager tous ceux qui sont installés tout au long de la plage depuis, je ne sais pas, Sarakawa jusqu'à l'ancienne présidence. Mais ces gens-là, si vous voyez le nombre d'employés, les petites filles, les jeunes filles, ceux qui commettaient même des petits larcins là-bas, on les a recrutés aujourd'hui pour devenir des gardiens. Donc ça dit que c'est des structures qui créent de l'emploi, qui ont créé de l'emploi. Mais ils l'ont fait en allant chercher de l'argent quelque part. Au moment où ils s'installaient, je ne sais pas quelle convention existait entre eux et les mairies qui ont donné les autorisations. On les a laissés s'installer, recruter, faire des dépenses énormes. Et puis au bon matin, on leur dit, hein, vous ne pouvez plus rester là. Vous avez jusqu'au 15 mars pour dégager. Vous avez jusqu'au 15 mars pour dégager. Alors, ceux qui sont en train de subir là, les difficultés économiques, comment ça va se passer? Moi j'avoue que honnêtement, le gouvernement est libre de faire ce qu'il en a donné, mais si ils le font sans penser aux citoyens, à la misère que nous vivons au quotidien dans ce pays, je ne sais pas où on va. Et c'est de ça que je parle. Là, tout à l'heure, quand Abdel parlait, il y a des gens qui... C'est toutes des familles entières qui vont subir les conséquences de ce qu'ils sont en train de faire. Parce que ceux qui ont installé cette structure-là nourrissent des milliers de gens. Alors, comment ça va se passer comme ça? Téléphone, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Salut l'invité. Oui, quel est votre nom? Je suis Prosper de Jablé. Pardon? Prosper de Jablé. Prosper, oui. Oui, Prosper, on vous écoute. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Je salue mais ce qui me reçoit cette défense, c'est que beaucoup sont éloignés de la politique. C'est-à-dire beaucoup n'ont plus l'ambition de diriger. Qui, du moins, si le Togolais ne peut pas faire les positions, je s'y mettrai et faire une délivrance comme ça.
à mon avis, ça a commencé depuis le climat. Je ne sais pas si c'est la qualité. Je n'entends pas. Ouais. On arrive difficilement à cerner ce que vous êtes en train de dire. Déplacez-vous un peu, peut-être. Depuis le déguerpissement des voies publiques, on a renvoyé les gens dégager leurs conteneurs et ça a appauvri la population. D'autres sont revenus, d'autres sont restés à la maison. Toute la population n'a pas pu gagner ce qu'ils ont investi. Aujourd'hui encore, la grande surprise est que on veut renvoyer les gens de la lagune, ceux qui ont occupé cette partie de la lagune et de la plage du coup. Alors que des gens ont investi là-bas. Est-ce que l'opposition ou bien les autorités, les grandes personnalités ne peuvent pas faire une délégation pour voir l'État qui se dit de renvoyer les gens par la mairie, alors que c'est les maires qui ont donné l'autorisation aux gens de s'implanter là-bas. Et ces gens ont constaté des frais pour développer ces choses. On ne peut pas leur donner jusqu'à la fin d'année du moins, au moins pour qu'ils puissent entrer en possession de certaines personnes pour pouvoir payer leurs dettes. Bien, merci, professeur. Vous avez compris, globalement, il intervient sur cette question liée au déguerpissement ou au moratoire adressé à ceux qui occupent la plage et aussi la berge de la lagune. Il parle de moratoire à revoir pour peut-être aller jusqu'à la fin de l'année. Je ne sais pas quelle est votre position sur ce plaidoyer. Oui, il a totalement raison. Moi, je plaide pour que le gouvernement, le ministre de l'administration territoriale qui est le ministère des tutelles, le ministère des tutelles des maires puisse étudier la situation avec les maires. Parce que nous plaidons pour nos concitoyens. La vie est aujourd'hui très difficile, c'est compliqué. Lorsqu'une structure arrive à apporter un peu de soulagement à des familles, et surtout que les gens qui se sont investis dans cette affaire, ils l'ont fait en allant chercher les ressources financières quelque part. Bon, c'est vrai que ils ont c'est eux qui gouvernent, ils savent ce qu'ils veulent faire, quels sont les projets, mais jusque-là, personne ne nous a parlé de projet, la plage. Alors, lorsqu'on a installé les gens, et ils ont fait tout ce qu'ils ont fait là, et en apportant également quelque chose à l'économie togolaise, parce que c'est des gens qui paient des impôts, c'est des gens qui ont recruté des enfants et qui nourrissent des familles. Mais se lever comme ça pour dire non, partez déguerpisser, j'avoue le problème que ça pose, c'est quand même un problème assez sérieux. Alors, c'est fait, ils ont envie que les gens partent, mais qu'ils voient qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour que les gens puissent avoir la possibilité de savoir comment, dans l'intervalle, se comporter pour amortir le choc. Et je me demande, comme je parlais tantôt des routes, qu'on a commencé à Baie là-bas, qu'on a laissé, je me demande si demain on ne va pas renvoyer ces gens-là, et puis après, on constatera que rien n'est fait à la place. Mais il y a une question que les auditeurs qui nous écoutent à ce moment doivent se poser aussi en tant qu'acteur politique. Quelle est votre marge de manœuvre face à des situations de ce genre? Quelle initiative, vous, par exemple, vous pouvez prendre dans une situation comme celle que certains Togolais vivent? Non, les initiatives, c'est-à-dire qu'en réalité, dans un pays normal, si on considère l'opposition ou ceux qui sont dans l'opposition, malgré ce que nous disons, les contestations que nous élevons par rapport à ce qu'ils font, mais si nous considérons véritablement comme des acteurs politiques, ben, ils doivent pouvoir au moins écouter ce qu'on propose. Et si nous prenons l'initiative, par exemple, d'aller discuter, qu'ils prennent au moins en compte ce que nous sommes venus proposer. Mais on a constaté dans le temps que la plupart des propositions, la plupart de ce que nous avons fait, ils n'en ont pas tenu compte. Lorsque vous dites que ça, là, ce n'est pas bien, et que la tête baissée, les gens foncent quand même dans ce qui n'est pas bien,
Ça veut dire que le chien aboie, mais la caravane passe. Mais ça ne construit pas un pays. Ça ne construit pas un pays. Tôt ou tard, vous allez la tête dans le décor, contre le mur, et vous allez vous rendre compte que non, mais vous n'avez pas avancé d'un iota. Bien, merci. Téléphone. Allô, bonjour. Allô, oui, Pierrot. Oui. Frédéric qui revient, s'il vous plaît. Tout à l'heure, vous avez parlé à M. Abdel qui était à Takpamé, qui est en train de suivre votre émission. Vous ne savez pas que votre émission en train de nous éduque, nous informe, elle nous donne des consignes. Ça, c'est une appréciation de la part de Frédéric à vous. Concernant monsieur le maire, s'il vous plaît, maître Photo. Je ne suis pas maire, je suis avocat. Maître, excuse-moi, avocat, maître, excuse-moi. Et vous ne voyez pas que, soit quand on dit les opposants, on vous bannit dans le jeu politique pour faire leur politique. Et troisièmement, vous avez dit tout à l'heure que vous avez passé par derrière vous pour les dégager. C'était dit avec eux dans le contrat que si l'État a besoin de l'emplacement, quelle que soit l'investissement que vous avez effectué, l'État va récupérer ça. Pourquoi allons chercher des grands investissements pour mettre là-bas? Et aujourd'hui, on se plaint que de nous donner encore 5 ans. Je ne sais pas que j'ai en train de prouver ce que le maire Gomado est en train de dire à ses occupants. Mais vous voyez que c'est un peu mal. Donnez-nous l'occasion, si on peut le faire, nous allons continuer de faire le prêt pour faire votre projet. Moi, c'est ça que j'ai à demander. Si c'est réel, bon, c'est bon, demandable. Hein. Bonne émission. Oui. Bien, merci. Beaucoup sont intéressés par cette question. Non. Ce qu'il dit, il n'a pas tort. C'est-à-dire que la plage, là, appartient à l'État. C'est un domaine public qui appartient à l'État. Alors, l'État peut en faire ce qu'il veut. Personne ne peut être propriétaire de la plage. Personne ne peut se lever pour dire, moi, la plage là, je me suis installé, j'y reste vitam aeternam. Ce n'est pas possible. L'État peut décider un jour de dire, non, moi j'ai envie de faire ceci, j'ai envie de dégager pour qu'on n'ait plus de visibilité sur la mer, pour tel problème. Moi, je peux le faire. Oui. Mais au moment où les gens s'installent, au moment où ils s'installaient, bon, il dit qu'on leur a dit dès qu'on aura besoin. Oui. Même s'ils savent qu'ils sont en train de s'installer provisoirement, ils ont quand même, pour que leur structure qu'ils installent là, les bars qui fonctionnent là, puissent avoir justement l'ampleur voulue, eh bien, ils ont besoin quand même d'investir. Ce n'est pas parce qu'ils sont installés provisoirement qu'ils vont faire n'importe quoi là-bas. Et surtout, s'ils avaient installé quelque chose qui dénature la plage, ben c'est justement un moyen pour l'État de les renvoyer plus tôt. Mais ce qu'ils ont installé, bon, ne dénature pas, plaît. Mais il n'y a pas que des choses sommaires là-bas. Maître Desi Apévan, vous êtes avocat et il a installé même là-bas une piscine. Est-ce que vous pouvez faire une piscine à la plage, vous? Non, une piscine, ça je ne sais pas. Une piscine. Ouais. Pourquoi la plage est déjà là? Pourquoi piscine à la plage? Ah non, c'est vrai que... Est-ce que c'est pas trop de risques? Oui. Si c'est quelqu'un investit quelque chose qui dépasse ce qu'on peut, au moment où vous dit, sauf négociation, machin, on vous dit, ok, il est temps que vous déplacez vos structures, vous partez. Mais si vous ne tenez pas compte de ça, que vous installez ce qui est difficile à déplacer à un moment donné, comme le dit, donc ça veut dire c'est un investissement trop lourd. Quand vous parlez de piscine, je ne sais même pas dans quel intérêt une piscine va être installée dans ce que... Mais nous plaidons, moi je me situe du côté de ceux qui ont fait quelque chose pour aider les jeunes, pour créer de l'emploi. C'est dans ce cadre-là que moi je plaide pour voir. Je ne dis pas à l'État qui n'a pas le droit de faire ce qu'ils sont en train de faire, mais il faut qu'ils le fassent en tenant compte de l'environnement économique dans lequel nous sommes aujourd'hui, pour que finalement les gens, c'est-à-dire même s'ils sont obligés de partir demain, qu'on leur donne le temps utile et nécessaire pour que ça puisse se faire, non pas dans le déchirement comme ça allait de se passer. Ce qu'on est en train de voir à Belle, à la plage, autour de la lagune, moi j'ai vu des trucs tomber là, vendredi quand je suis passé par là, ça m'a fait très très mal au cœur.
Vous avez dit quelque chose aussi, je ne sais pas si c'est de la divination ou c'est du flair. Vous avez dit que vous avez le sentiment, comme si, quoi, et demain peut-être la plage sera dégagée, mais laissée en l'état, un peu comme un certain nombre de chantiers qui ont été ouverts dans le pays et qui ont eu du mal à être terminés. Si cela arrive, très, très difficile que cette structure soit déplacée et que finalement, ce que vous dites là se réalise. Oui, c'est-à-dire que moi je ne fais pas de la divination. Moi, je parle du réel. Ce que nous constatons généralement chez nous. On vous lance, on dit, ceci doit être fait, c'est à cause de ça qu'on fait ceci. Mais ce pourquoi on a fait, on ne le fait jamais. Et c'est ce que je déplore. Si réellement, au niveau de la lagune, c'est vrai, c'est douloureux pour nous de voir toutes les installations là par terre. Mais si demain, dans un an, nous sommes agréablement surpris qu'on a quelque chose de bien fait, mais ça va compenser au moins la douleur d'aujourd'hui. Pour dire, ah, mais ce qui est fait à la place des structures qu'on a détruites là, mais c'est mieux pour nous tous, c'est mieux pour la ville, c'est mieux pour le pays. C'est ce que je dis. Alors, on est en train de dégager les gens à la plage. Mais si demain, en passant par là, on voit que oui, la plage, c'est peut-être, est-ce que c'est mieux entretenu, ou c'est ceci, etc. Et c'est à cause de ça que ça a été fait. Oui, nous souffrons aujourd'hui, mais nous dirons que oui, ce qu'on est en train de faire à la plage est mieux. Mais si on le fait quand rien n'apparaît, et comme on le constate souvent dans ces genres de situations, mais ça va être encore un désastre de plus. Ça va être un gâchis. Retournons à la 5e République et au Sénat qui a été mise en place cette semaine. La première session des sénateurs a eu lieu. Comment vous avez vécu ce moment-là? Un moment historique? Non, de toute la manière qu'elle est historique. Moi, ça ne m'a fait ni froid ni chaud. Parce que tout ce qui est en train de faire dans le prolongement de la constitution bancale qu'on nous balance là, tout ça, là, moi, je ne me situe pas dedans. Ils installent leur Sénat. Nous avons dit que ce Sénat-là, tel qu'on le dit, il trompe les gens dans les milieux défavorisés partout pour dire que oui, la 5e République va leur apporter sécurité, va leur apporter ceci, va leur apporter, etc. Ça va être le développement. Quel développement et de tout ça? Et on nous dit qu'un Sénat va apporter quelque chose de mieux pour le Sénat. Et on a mis les gens comme nous avons vu là-dedans. Et c'est ça. Et qu'on appelle un Sénat qui va apporter quelque chose de mieux. Moi, je ne vais pas critiquer, je ne vais pas appeler des gens, je ne vais pas identifier des gens, les noms. Mais quand moi je vis même la composition de ce Sénat, mais on a raison de dire, c'est-à-dire qu'on a créé ce Sénat juste pour caser des gens. On a créé ce Sénat juste pour caser des gens qui ont peut-être qui leur ont rendu service, et pour que vous aussi restez là-bas pour continuer à manger. Or, des gens qui ont participé à la gestion de ce pays pendant des années, ils ont fait leur temps, ils ont pris ce qu'ils pouvaient prendre. Si on crée, nous on a dit que ce Sénat est budgétivore, mais si on envoie dans ce Sénat-là seulement des jeunes, des gens qui ont encore de la capacité d'apporter quelque chose, oui, on peut peut-être encore comprendre. Mais la plupart de ceux qu'on a envoyés là, qui ont déjà fait leur temps, qui sont fatigués, qui sont amortis, totalement amortis, et on dit que c'est eux qui vont... Moi, ça me fait pitié. Ça me fait vraiment pitié de voir ça. Mais Maître de Diapévon, il y a une réalité autour des Sénats de par le monde aussi, que c'est des expérimentés qui se trouvent là-bas. Moi, là, il y en a que moi je vois là. Je ne sais pas quelle expérience ils ont mieux que des jeunes que moi je connais. Même dans le rang de UNI aujourd'hui, moi je connais des jeunes qui ont réellement du bagou, qui ont la capacité de réfléchir, d'apporter quelque chose de mieux que tout ce qu'on a mis pour aller engouffrer dans cette affaire-là. Ça dit que quelque part, malgré les différences entre vous et le pouvoir, vous admirez certains jeunes au niveau du pouvoir. Mais pourquoi pas? Les jeunes qui réfléchissent bien, qui apportent des solutions, lorsque vous êtes en discussion, qui vous dit ça, on peut le faire comme ça, pourquoi ne pas l'admirer? Ce n'est pas une question d'homme. Ce qu'on est en train de faire, on parle de système. Ce n'est pas une question d'homme. Nous sommes tous des Togolais. Nous avons l'obligation de vivre sur ce territoire. C'est le seul territoire que Dieu nous a donné. Alors,
On ne va pas prendre un Togolais parce qu'il est dans Uni, il faut aller le jeter dans la mer. Non, ce n'est pas sa qualité d'appartenir à Uni, ne fait pas de lui un paria. Mais c'est les idées que les gens apportent les uns les autres. Si Uni, le parti, le système, ce que le système fait est mauvais, mais nous avons le droit de dire que c'est mauvais. Eux qui sont dedans, il faut qu'ils aujourd'hui aussi réfléchissent pour faire en sorte que Uni change de peau. Il faut que Uni fasse sa mue. Ne pas rester enlisé dans un système sclérosé, totalement sclérosé, parce qu'on veut faire le bonheur d'un individu. Ce n'est pas comme ça qu'on va construire le Togo de demain. Il y a tellement de valeurs que je connais au sein de Uni. Si on parle d'alternance demain, même si l'alternance ne vient pas avec l'opposition, que j'apprenne demain au moins qu'au sein de Uni, il y a une alternance, quelque chose qui a changé dans Uni, dans le sens du bien, je vais applaudir. Certains pensent que la même question est posée au niveau de l'opposition aussi, où c'est les mêmes qui sont au niveau des partis politiques, du moins sont au niveau des directions depuis des années. Ce que vous dites là, je trouve ça scandaleux. Je trouve totalement scandaleux quand les gens disent que oui. Mais je me souviens, Babylas m'avait posé la même question pour dire mais il y a des jeunes de l'autre côté avec qui, parce que eux ils ont fait. J'ai oublié de lui demander si si Yanema n'était pas mort, est-ce que Fort serait aujourd'hui président? C'est parce qu'il n'est pas plus là. Ce n'est pas si Natchaba paie à son âme, et s'il n'était pas mort, son enfant qui fait les choses à sa place aujourd'hui, et il serait. Ce n'est pas une question de volonté pour eux de dire on veut changer, on veut promouvoir. Non. Et ils ont les moyens, ceux qui ne sont plus là, mais ils ont les moyens de faire venir. Mais nous, au niveau de l'opposition, on dit c'est les mêmes personnes qui sont là pendant des années. Alors, qu'est-ce que la gestion de nos partis politiques et la manière dont on les gère, avec les difficultés qu'on... Et je pose souvent la question aux gens, ceux qui ne savent pas. Ce n'est pas seulement la volonté de dire, il faut changer, il faut faire la promotion des jeunes. Nous, au FDR, on fait essentiellement la promotion des jeunes. Les dernières élections locales, où on a vu la promotion de plusieurs jeunes au sein du parti dans les mairies, mais c'est parce que nous avons dit, nous, certains d'entre nous, moi particulièrement, je dis, moi je ne vais pas aller à ces élections-là parce qu'il faut libérer la place pour d'autres. Si un jeune aujourd'hui dans mon parti, je sens qu'il a les moyens pour tenir un parti et faire le sacrifice que je fais aujourd'hui, parce que je vais aller gratter mes papiers, aller défendre des clients, prendre quelque chose. C'est ça que je vais investir dans le parti, pour que le parti puisse suivre. Si je trouve aujourd'hui quelqu'un qui peut le faire, bravo, je vais aller me reposer. Je ne suis pas venu en politique pour faire je le dis, les gens ne me croient pas. Je ne me suis pas... Ce n'est pas une autopromotion que je suis venu faire en politique. J'ai voulu juste tracer la voie. C'est un sillon que j'ai créé. Des gens s'engouffrent là-dedans. Peu importe ce que j'obtiens dedans ou pas. Si demain quelqu'un, je le sens, et le parti sent que celui-là peut prendre le parti et le gérer avec tout ce que ça comporte comme sacrifice, mais pourquoi ne pas aller se reposer? Donc les gens croient que bon, c'est une volonté pour nous de ne pas faire ceci. Oui, même si ça s'est passé dans le passé, aujourd'hui la volonté de voir d'autres venir prendre nos places, cette volonté existe réellement. Et moi, je peux le dire. Peut-être que à la fin du mandat, peut-être que demain, quelqu'un viendra. Il nous reste quelques secondes pour finir cette émission. Maître, je vous redonne la parole pour la conclusion. Non, ce que je voulais dire, ça, je ne vais pas l'oublier, c'est que notre la structure, le cadre que nous avons lancé, il y a des organisations de la société civile dedans et des partis politiques qui vont probablement lancer une manifestation pour le 23. Nous voulons faire un meeting. Pour le moment, nous sommes en train de parler d'Akassimé. Nous demandons aux Togolais de se déplacer nombreux pour venir le 23 à ce meeting pour que nous puissions échanger ensemble, pour que nous puissions discuter. Parce que ce qui nous arrive là aujourd'hui,
Au Togo, nous le disons, nous ne cesserons jamais de le dire, chaque Togolais a une responsabilité. Chaque Togolais doit faire sa part. Qu'on soit de UNI, qu'on soit d'un parti de promotion, qu'on soit de la société civile, chacun doit faire quelque chose pour le Togo. Et dans le sens du bien. Nous ne venons pas seulement pour profiter du Togo, et mettre un peu d'argent dans nos poches, et dire c'est fait. Mais ça, on fait, ce n'est pas la solution. Et quel est le Togo de demain que nous voulons construire? Quel est le Togo que nous voulons laisser à nos enfants? Chacun doit faire sa part. Faisons notre part pour que le Togo soit meilleur demain. Merci, Maître Dodia Pevon. Je rappelle que vous êtes le président de FDR. Merci d'être passé. Merci à Vincent Silas Bougakou pour la mise en onde technique de cette émission qui sera rediffusée tout à l'heure à partir de 19h. Prochain rendez-vous dès 12 dimanche. Au revoir.